Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la chaîne concernant la finance décentralisée. Donc voilà, ça va vraiment être une vidéo introductive pour comprendre vraiment l'univers, l'écosystème et les mécanismes de base avant de se lancer bien sûr en finance décentralisée. Car vraiment, c'est encore plus réactif que le marché des crypto-monnaies, on va dire classique, et c'est pour ça qu'il faut faire énormément de recherche et faire super attention avant d'investir. Donc bien sûr, tout ce qui sera dit ici dépendra bien sûr de mes propres recherches et de mon interprétation. Donc si je passe à côté de certaines choses, c'est avec plaisir. Si vous pouvez compléter ce que je dis en commentaire ou même préciser certains points peut-être qui n'auraient pas été clairs, mais voilà. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à ça. Alors, euh, dans un premier temps, on va définir ce que c'est la finance décentralisée. Moi, je définis ça comme ça, c'est-à-dire que à partir du moment où une personne détient des actifs sur un portefeuille décentralisé, pour moi, forcément, elle fait de la DeFi. Donc, ce que j'appelle un portefeuille décentralisé, c'est un portefeuille où les crypto-monnaies ne sont pas stockées sur un exchange. Donc, comme par exemple une personne qui se créerait un compte sur Binance et qui achèterait voilà, ses cryptos dessus. Là, cette personne dépend de Binance d'un point de vue sécurité. Mais avec le portefeuille décentralisé, comme dit, les actifs sont sur la blockchain. Et là, d'un certain côté, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que votre portefeuille décentralisé vous sera délivré. Vous pouvez en créer avec des extensions comme par exemple MetaMask, MatWallet, Binance Wallet. Il existe même aussi des portefeuilles décentralisés physiques, donc comme les clés Ledger par exemple. Et ces portefeuilles-là, vous aurez accès grâce à une clé de 12 mots. C'est une clé de 12 mots qui se suivent et cette clé de sécurité doit absolument rester secrète. Vous ne devez la divulguer à personne puisqu'elle garantit l'accès à votre compte. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas noté ces 12 mots ne retrouvera jamais ses fonds. Ces fonds ne seront pas perdus, ils seront toujours là, mais vous comprenez, si elle n'a pas le code d'accès pour accéder à ces fonds, elle ne va jamais les récupérer. Et ça fonctionne exactement de la même façon avec la clé Ledger, c'est-à-dire que c'est comme une clé USB où vous envoyez vos crypto-monnaies dessus. Le portefeuille est dans cette clé. Et vous allez me dire, mais imagine moi, voilà, j'ai une clé Ledger, j'ai mes cryptos dessus, mais j'ai perdu la clé, ou même la clé elle est cassée, voilà, elle est tombée, j'étais à la mer, elle est tombée dans l'eau, et parce que voilà, on était sur le bateau, j'avais toutes mes affaires, bref, je ne sais pourquoi, et bref, voilà, je pourrais jamais la récupérer. Et c'est pas grave, parce que comme dit, les crypto-monnaies, elles ne sont pas sur la clé Ledger, elles sont sur la blockchain. Et si la personne qui a perdu sa clé Ledger dans l'océan, si elle a noté ces 12 mots, elle a plus qu'à rentrer chez elle, se faire une petite extension sur son navigateur. Elle clique sur importer un portefeuille et non créer. Elle met ses 12 mots et boum, elle récupère l'accès à la blockchain où ses fonds sont stockés. Donc c'est pour ça, il n'y a aucun moyen de perdre ces fonds à part si vous perdez bien sûr la clé et ne jamais la divulguer à personne parce que sinon voilà, vos fonds, ça m'étonnerait qu'ils y soient encore tout simplement. Alors après avoir du coup vraiment mis en évidence la différence entre justement les portefeuilles décentralisés et ceux qu'on pouvait avoir dans les exchanges, on va voir ce qu'on peut faire en finance décentralisée parce que c'est bien beau de mettre ses cryptos sur un portefeuille décentralisé, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors tout simplement on peut voir qu'on peut faire du simple hold et attendre voilà, que les cryptos prennent de la valeur et puis voilà, parce que comme ça c'est un peu plus sécurisé et on préfère. On peut faire du prêt et de l'emprunt. Et ça, je trouve que c'est bien pour les personnes qui souhaiteraient faire un premier pas dans la finance décentralisée sans prendre de risques. Bien sûr, après sans prendre de risques, à prendre avec des pincettes parce qu'on va voir par la suite comment faire ses recherches, etc. Donc bon, je ferai aussi une deuxième vidéo pour voilà, mettre un peu en pratique tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ça permet vraiment de ne pas s'exposer à une énorme volatilité, hein, étant donné que vous obtiendrez des intérêts en fonction de ce que vous mettez, et que bien sûr on va voir comment fonctionne
les intérêts par la suite, mais ça évite d'acheter directement des tokens et se prendre une division par 5, même par 10 en une journée, parce que voilà, on a fait entre guillemets un peu n'importe quoi. Après, bien sûr, l'activité la plus intéressante, c'est le yield farming et le staking, donc ça, on va y développer par la suite, mais c'est tout simplement le fait d'investir nos crypto-monnaies dans des pools de liquidités pour gagner des intérêts, hein. Donc au lieu d'attendre tout simplement que nos cryptos prennent de la valeur, bah là, on fait en sorte que ça nous rapporte encore voilà, plus d'intérêts. Et on peut aussi faire se lancer dans le marché des NFT. On a la possibilité de tokeniser ses propres photos, vidéos, etc. Donc par exemple, si vous êtes photographe et que vous avez des photos qui traînent, vous savez pas quoi en faire, et vous pouvez aller sur des marketplaces en finance décentralisée sur les différents réseaux comme Ethereum, Binance Smart Chain, etc. euh, pour justement les mettre en vente et fixer le prix que vous souhaitez. Et forcément, avec les NFT, ce qui s'accompagne par logique, c'est les jeux, parce qu'on va voir qu'il y a énormément de jeux où on a par exemple des armures, des épées, et tout ça, c'est des NFT qu'on peut revendre. Donc c'est vraiment, on peut vraiment tokeniser énormément de choses avec la blockchain, et c'est assez intéressant. Donc comme dit maintenant, on va parler du yield farming, parce que comme dit pour moi, c'est l'activité la plus intéressante. Donc le yield farming, ça va impliquer plusieurs choses. Ça va vraiment déjà impliquer une part de confiance de votre part. C'est-à-dire que pour faire du yield farming, il faut bloquer sa liquidité. Et cette liquidité sera bloquée sur des AMM. Donc c'est un automatique market maker. Tout simplement parce qu'en finance décentralisée, il n'y a pas d'acheteur opposé aux vendeurs, mais acheteurs et vendeurs sont côte à côte et sont opposés au pool de liquidité. Parce que tout simplement, pour bénéficier, comme dit, des intérêts pouvant aller vraiment jusqu'à 4-5% par jour en finance décentralisée, pour bénéficier justement de ces rendements-là, il faut bloquer sa liquidité. Et en échange, on obtiendra des tokens LP. Donc ces tokens LP auront la même valeur que ce que vous aurez bloqué sur un AMM. Et l'argent que vous aurez bloqué permettront aux autres utilisateurs de faire des échanges. Donc c'est-à-dire que si moi je vais par exemple sur PancakeSwap et que je mets 100 euros de BNB et 100 euros de Cake, ça va permettre à vous qui regardez, la vidéo d'échanger des cryptos contre du Cake ou du BNB, bien sûr dans la limite des 100 euros, parce qu'on part du principe que voilà, il n'y a que moi qui mets de la liquidité. Et voilà, donc c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire des échanges de crypto-monnaies car il y a des utilisateurs qui bloquent leur crypto-monnaie. Mais vous comprenez bien que si les utilisateurs n'ont plus confiance en la plateforme où les crypto-monnaies sont bloquées, alors toute la liquidité va être enlevée, on ne pourra presque plus faire d'échanges et bref, ce sera la fin du DEX, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire énormément aussi attention à ça. Et comme dit, j'ai parlé des pools de liquidité et c'est là où on va justement investir nos tokens LP. Donc c'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir gagner des intérêts et c'est là que vraiment tout commence. Il va falloir comprendre justement comment fonctionnent justement les mécanismes des rewards en finance décentralisée. Donc, est-ce que maintenant on va voir, est-ce que la DeFi c'est accessible, disponible pour tous? Moi, je pars du principe que oui, c'est-à-dire que tout dépend tout simplement de votre de style de finance décentralisée que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment faire ça de façon hardcore, optimiser tout le temps vos rendements, chercher à chaque fois les nouvelles plateformes qui vont sortir pour bénéficier des intérêts les plus élevés, parce qu'on va le voir, plus on arrive tôt dans un projet, et mieux c'est. Et ou autrement, vous pouvez vous dire, moi je préfère dans un premier temps y aller plus tranquille, voir déjà comment ça se passe dans un premier temps, et dans ce cas-là, alors il n'y a pas vraiment de minimum de capital, puisqu'on va voir que si vous faites de la finance, on va dire assez intense, finance décentralisée assez intensive, il y aura aussi les frais qui vont rentrer en compte, et on va voir il y a énormément de sortes de frais, et selon le réseau que vous utilisez, maintenant ça ira mieux avec la petite mise à jour qu'on a eu sur Ethereum, mais vraiment, même avec un capital, après voilà, ça dépend vraiment. Tout dépendra des frais, on verra ça dans la deuxième vidéo où on appliquera vraiment tout ce qu'on est en train de voir là, mais on verra qu'il faut aussi prendre en compte les frais parce qu'il y en a énormément et ça peut vraiment au final servir à rien, entre guillemets. Ou sinon la DeFi un peu plus pépère, et comme dit là, c'est favoriser les opérations d'emprunt et de... et,
et de prêt, et aussi favoriser les pools de liquidité qui proposent de l'autocompound, donc c'est-à-dire le fait de réinvestir ces intérêts gagnés directement dans la pool, car généralement, on va le voir, les pools de liquidité proposent juste de récolter ces intérêts, alors que d'autres proposent directement, sans rien faire, de réinjecter les intérêts dans la pool. Et donc par conséquent, si vous gagnez 5% en une journée, bah, à la fin de la journée, ces 5% seront réajoutés dans votre investissement de base, et le jour d'après, bah, vous gagnerez X% avec votre capital de départ plus les 5% de la veille. Donc vous voyez, ça cumule en fait les intérêts, et ce qui vous permet en fait de gagner bien plus au final. Mais bien sûr, tout dépend à quel moment vous entrez, etc., comment vous faites ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment un point important, c'est-à-dire que ne vous lancez pas dans quelque chose d'assez intensif si votre capital ne vous permet pas de recouvrir les frais, enfin, ne vous permet pas de faire en sorte que les frais ne soient pas vraiment un problème, et c'est pour ça, ce sera vraiment à vous de gérer. Maintenant, on va parler plus en détail, franchement, du mécanisme de reward, car c'est ça qui nous intéresse le plus. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de total supply pour les tokens, donc c'est-à-dire que on le voit pour le BTC, il y a 21 millions de tokens qui vont pouvoir être émis, enfin de crypto, mais pas un de plus. Alors qu'en finance décentralisée, c'est illimité, il pourra toujours en avoir. C'est-à-dire que même si PCS je sais pas, dans 400 ans ça existe, enfin PancakeSwap dans 400 ans ça existe toujours, on pourra toujours miner des cakes et gagner du cake. Et comment c'est possible? Parce que c'est un peu contradictoire, car avec les cryptos, on va dire classiques, le fait d'avoir une total supply permet, justement, on le comprend, de faire augmenter le prix, parce que plus on avance dans le temps, plus c'est difficile à en avoir, parce que moins il y en a. Mais comment faire quand la total supply est illimitée? Tout simplement en mettant en place des mécanismes qui réduisent les intérêts au fil du temps. C'est-à-dire que le niveau des intérêts des pools de liquidité dépend de plusieurs facteurs. Il dépend bien sûr dans un premier temps du niveau de liquidité des pools. Alors attendez, excusez-moi. Dans un deuxième temps, ça dépend du multiplicateur qui sera ajouté. Et dans un quatrième temps, ça dépendra de l'émission rate qui sera du coup accordé d'un point de vue global sur le DEX. Donc c'est-à-dire que généralement, les échanges en finance décentralisée, dans leur white paper, il est écrit, voilà, nous, on va délivrer, je donne un exemple comme ça, 25 000 tokens par jour. Ces 25 000 tokens par jour délivrés vont être répartis entre toutes les différentes pools de liquidité qu'on trouve dans le DEX. Et on peut aussi avoir une précision supplémentaire qui concerne l'émission de tokens par bloc. Par exemple, ces 25 000 tokens par jour, ça va peut-être représenter 15 tokens par bloc. Je dis ça vraiment arbitrairement. Et c'est là que vient aussi en compte justement le niveau du multiplicateur, parce que si on a 15 tokens par bloc et que notre pool de liquidité a un multiplicateur de 3, c'est-à-dire que pour cette pool là il n'y aura pas 15 tokens par bloc mais 45. Donc ça, c'est vraiment à prendre aussi en compte, bien regarder le niveau de multiplicateur pour voir si cette pool là, il y a entre guillemets pas mal d'importance qui est accordée. Et on voit aussi que les rendements dépendent aussi du niveau de liquidité de la TVL, donc de la total value qui est bloquée sur cette pool là. Par exemple, vous entrez sur une pool de liquidité qui a des rendements à 0,5% par jour, et il y a 60 000 $ qui sont investis dedans. Mais si par exemple une personne arrive et ajoute 60 000 $, donc ajoute deux fois, à la fin il y aura 2 fois plus de liquidité, vous comprendrez que là, bien sûr, les rendements vont passer de 0,5% par jour à 0,25% par jour, parce que vu qu'il y aura 2 fois plus de liquidité dans la pool, mais que nous on souhaite que le token soit toujours de plus en plus difficile à avoir
quand il y a de plus en plus d'intérêt, le seul moyen c'est de réduire justement l'APR. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre en finance décentralisée que plus le temps passe, moins les rendements vraiment sont importants. Et il y avait un dernier point aussi où je voulais revenir. Ah oui, ça dépend aussi voilà, justement de l'évolution du prix. Par exemple, si on reprend le même exemple de notre pool d'investissement qui rapporte 0,5% par jour et le token coûte 10 dollars. Mais si le token passe à 20 dollars et que le niveau de liquidité ne bouge pas, qu'on reste à 60 000, alors là, on va avoir un mécanisme qui va avoir lieu, c'est que l'APR, enfin notre rendement journalier, va passer de 0,5 à 1% par jour. Pourquoi? Parce que vu que le prix aura doublé, vu que le prix du token aura doublé, par conséquent, il sera 2 fois plus dur à obtenir. Donc nous, quand on est face à un token qui est 2 fois plus dur à obtenir et qu'on doit toujours, comme dit, respecter l'émission rate de 25 000 tokens par jour, le seul moyen de toujours respecter cette émission, c'est de doubler les APR. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Là, c'était peut-être un peu brouillon, mais vous verrez quand on fera ça dans la pratique, dans la prochaine vidéo, ce sera franchement bien plus clair. Après, par la suite, donc comme dit, les tokens épais sont super importants car on peut avoir un phénomène de perte quand on investit. Et c'est voilà, j'ai voulu illustrer ça avec le petit exemple. Par exemple, on met un premier token qui vaut 1 dollar et un deuxième qui vaut aussi 1 dollar. On a 200 € à investir. Donc, dans la pool de liquidité, on respectera toujours une part de 50% de chaque côté. Vous l'avez compris. Donc, c'est-à-dire que là, dans un premier temps, on a 100 tokens du token A et 100 tokens du token B. Mais à la fin de la journée, on se rend compte que le prix du token 1 a diminué de 50% et le prix du deuxième token a augmenté de 100%. Donc là, on va se retrouver dans une situation où notre investissement de 100 dollars pour le token numéro 1 ne vaudra plus que 50. Et au contraire, l'investissement de 100 dollars du token numéro 2, lui, aura doublé, donc il vaudra 200. Mais comme dit, une situation où on a 50 dollars d'un côté et 200 dollars de l'autre, c'est impossible. Il faut obligatoirement avoir une situation de stabilité. Donc ça, c'est ce mécanisme qui se met au fil du temps, à chaque fois que le prix évolue. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose qui peut se faire vraiment à la seconde près à chaque fois, mais on reste vraiment dans une tendance qui fonctionne comme ceci. Donc à la fin de la journée, on observera que du coup, la répartition se fera de 125 à 125. Parce que comme dit, il faut absolument garder cette parité entre les deux tokens, enfin les deux cryptos qui sont investis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans un premier temps, on aura par exemple notre token qui a pris 200%. En réalité, on va le voir, il n'aura pas vraiment pris 200% parce que vu que lui prend de la valeur et que l'autre en perd, les tokens, les unités de tokens qui prennent de la valeur vont être transférées en d'autres tokens pour justement maintenir la parité. C'est-à-dire que si vous arrivez, je dis avec des chiffres ronds pour que ce soit simple, mais avec 10 Ether et 10 BNB, si le prix de l'Ether ne bouge pas mais que celui du BNB diminue, alors vous allez perdre des Ethereum au profit de BNB pour justement revenir rééquilibrer. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair de ce point de vue-là parce que c'est vraiment un phénomène à prendre en compte et qui est super important parce qu'au début même en ayant gagné des intérêts, à la fin on peut sortir de l'investissement avec moins d'argent qu'au début si justement il y a eu trop de variations du prix des tokens qui sont investis dans la pool. Donc voilà, ça c'était vraiment pour revenir sur le petit phénomène de perte qu'on pouvait avoir en finance décentralisée malgré le fait qu'on gagne des intérêts. Et après par la suite, voilà, je voulais en revenir aux frais. Donc avant d'investir, comme dit dans une pool de farming, il va falloir prendre en compte tous les frais. Donc c'est-à-dire que vraiment tous les frais. Dans un premier temps, avant de pouvoir investir, il va falloir ouvrir le contrat avec le DEX, avec la pool. Donc déjà là, il y aura des frais à payer.
Après, par la suite, on va pouvoir mettre nos tokens LP. Et généralement, si nos tokens LP ne sont pas en rapport avec l'exchange, donc c'est-à-dire que si on n'a pas des tokens LP de l'échange de crypto-monnaies dans lequel on investit, on sera soumis à des frais. Et dans la majorité des cas, les frais de dépôt sont de 4%. Donc vous comprenez, pour une personne qui investit 1000 $, elle aura déjà 40 euros de frais voilà, dès le début. Donc dès le début, on perd 4% de notre investissement à chaque fois qu'on rentre dans une pool. Après ces frais-là, bien sûr, il y a les frais du réseau parce que pour staker vos crypto-monnaies dans la pool de liquidité, il faut réaliser la transaction soit sur les réseaux Ethereum ou soit sur les réseaux Binance Smart Chain ou peu importe. Donc déjà, il y a en plus de ça ces frais qui s'ajoutent. Et après, par la suite aussi, maintenant, ça s'est développé là vraiment ces derniers mois car vraiment aux alentours de janvier-février, c'était pas trop présent, mais c'est les frais de transfert. C'est-à-dire que quand vous allez récolter vos intérêts, vous allez devoir payer des frais. Par exemple, ça dépend bien sûr des échanges décentralisés que vous utilisez, mais ça peut aller jusqu'à 7,5 voire 8% de frais. Donc c'est-à-dire que si vous gagnez 800 tokens, on est près de 80 tokens. Non, c'est déjà arrivé même du 10%. J'ai déjà vu des échanges allant jusqu'à 10%. Alors c'est pour ça il faut faire vraiment gaffe. Vous comprenez que si vous récoltez, mais qu'au final vous ne gagnez rien après par la suite à cause des frais, entre guillemets, vous aurez farmé pendant 1 ou 2 semaines pour rien, et car vous aurez retiré justement vos intérêts trop vite. Et en plus de ça, une fois qu'on a récolté nos intérêts, après tout dépend des stratégies bien sûr, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple pour sécuriser entre guillemets ces intérêts qu'on a gagnés, parce que les intérêts qu'on récupère, c'est les tokens de la plateforme où on investit. Donc pour sécuriser, on peut par exemple les revendre en dollars. Mais du coup, pour récupérer les intérêts, du coup les revendre, on a des frais de slippage et c'est là aussi qu'il faut faire attention. C'est le frais de slippage, qu'est-ce que c'est? C'est les frais qui peuvent subvenir dans le cas où le prix du token que vous swappez varie entre le moment où vous approuvez la transaction et le moment où elle s'exécute. Donc généralement c'est quelques secondes. Mais il se peut que pendant ces quelques secondes, une autre personne ait décidé de vendre, suffit qu'elle ait une bonne partie de la supply, et là, boum, c'est parti, ça fait dump le prix. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'ai écrit dans le petit exemple, si on accepte 15% maximum de variation, et que le prix baisse que de 5%, justement comme dit, entre les moments où la transaction est réalisée et où elle s'exécute, alors on va recevoir 5% en moins. Mais vous l'avez compris, si on met une tolérance à 15% et que voilà, en 3 secondes, le prix perd 30%, et là, on aura une transaction qui va être annulée parce que la marge d'acceptation justement de slippage du prix n'aura pas été assez grande. Et enfin, pour finir, donc pour justement ça fait, ce dernier slide ouvre un peu entre guillemets une introduction à la prochaine vidéo qui sera dédiée à la finance décentralisée. C'est comment analyser un projet. Donc on va voir que c'est différent des projets classiques de crypto-monnaie parce qu'on ne recherche pas la même chose, hein. Du moins après ça dépend, avec vraiment certains projets qui se développent en ce moment, on a vraiment des choses intéressantes et qui sortent vraiment de 90% des cas qu'on trouve généralement en finance décentralisée, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Comme dans un premier temps, définir son capital, savoir ce que nous voulons faire en DeFi. Si on veut faire du yield farming, alors est-ce qu'on est disponible? Parce qu'on va le voir dans la prochaine vidéo, dans certains cas il faut être présent les 5 à 6 heures qui suivent l'investissement, parce que bref, on en parlera, sinon la vidéo va jamais s'arrêter et ça va durer 3 heures. Il faut regarder bien sûr aussi l'intégralité du white paper. Donc ça passe par les frais de dépôt, si on a des Arvas qui sont lock-up, donc si on doit attendre plusieurs heures ou plusieurs jours avant de récupérer nos intérêts, et si c'est le cas, comment se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un montant maximum de transactions
du token pour éviter de faire dump le prix, car comme dit au tout début il n'y avait pas de limite dans les transactions, et c'est à dire que je donne un exemple caricatural mais pour bien comprendre, si une personne a 50% de tous les tokens qui ont été alloués depuis 3-4 jours, car le DEX est ouvert depuis 3-4 jours, et que le mec il se dit bon c'est bon là ça suffit, je suis assez rentable dans mon investissement, je veux tout vendre, et le gars il peut vendre 50% de la supply, et autant vous dire que là le prix il va vraiment aller aux enfers et ça va être catastrophique, alors que maintenant dans la majorité des cas on retrouve des montants maximum de 1 à 3-4% de revente. Mais bon, après on verra par la suite aussi dans la prochaine vidéo que c'est ok, c'est utile, mais voilà, c'est un effet un peu, on va dire que ça arrive un peu moins vite, mais le résultat est le même. Ensuite, bien voir le niveau de total value lock qui est sur l'exchange, parce que vous l'avez compris, un échange décentralisé où il y a 100 000 $ de valeur bloquée n'a pas le même niveau de confiance qu'un autre exchange où il y a par exemple 35 millions. Donc c'est pour ça, bien regarder où en est le projet, s'il est au début, à la fin, si c'est mort, s'il n'y a pas encore eu justement la hype dessus, ça ce sera à voir. Voir si vraiment aussi les membres sont vraiment actifs, donc allez voir les différents réseaux sociaux, allez principalement Telegram, donc vraiment, il faut vraiment faire hyper attention. Voir s'ils sont actifs, assez transparents, si l'équipe, les développeurs donnent assez de retours, et bien sûr, est-ce que l'investissement est adapté à ma disponibilité. Donc voilà, là on aura vu un peu voilà, les principes de base qu'il y a en finance décentralisée, et on mettra tout ça en évidence dans la pratique la prochaine fois dans une autre vidéo. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à très bientôt. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram, parce que là pendant 4 jours je vais partir en vacances, 4 jours à la montagne, donc je sais pas si j'aurai la possibilité de faire des vidéos, mais dans tous les cas bien sûr je mettrai à jour le plan sur Telegram, étant donné que voilà, je serai peut-être pas là sur YouTube. Et voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et merci, ciao.